Ça avait retenu mon attention précédemment cette saison, mais on n'en a pas parlé. Puis là, ça m'est revenu dans le match de... C'était mardi contre les Sabres de Buffalo? Mercredi, ouais, c'est ça. C'est des horaires compliqués. Alex Stock, qui porte le numéro 89, c'est un manque de respect. Envers Alexander Mogilny. On a parlé des chandails retirés dans la foulée de celui de Jaromir, mais non, mais ça m'a accroché. Puis là, hier, 77 avec les Pingouins, Jeff Carter... Là, je vais faire un monologue contre les jeunes qui ont plus de respect pour rien, mais là, dans le cas de Carter, ça s'applique les jeunes aujourd'hui, vous savez. Plus ou moins. Mais c'est vrai que dans le cas de Mogilny, c'est assez... C'est un peu... ça fait un mal. manque de délicatesse, non? C'est quand même un gars qui a marqué 70 buts dans une saison. Depuis que l'organisation... Parce que c'est souvent ça, hein? Un jeune va arriver, puis... il n'est peut-être pas au courant, ou tu sais, chez le Canadien, je sais que c'est déjà arrivé, ou je réfère à ça, puis vous allez dire, coudonc, est-ce qu'il va nous répéter l'anecdote à chaque émission? Mais Christopher Le Temps, qui va voir Jaromir Jagr pendant l'échauffement, là, dans la foulée du week-end de célébration, puis qui lui dit, écoute, moi, je portais le 68, mais évidemment, le numéro de Jagr n'était pas retiré, mais Le Temps n'allait pas porter le 68. Il a fait un ajustement. Quelqu'un aurait pu dire à Toc... je sais pas. Non? Ouais. Juste moi qui... Ben, ils font ces ajustements-là. Si un chandail est retiré, celui qui le porte change de numéro. Oui. Je me souviens Raymond Bourque chez les Bruins qui avait porté le 7 de Phil Esposito. Il a changé éventuellement. Mais tu fais bien. C'est quand même intéressant de garder une mémoire... merci. Une mémoire collective au sein d'une organisation. Mais cela dit, si le numéro n'est pas retiré, il n'est pas retiré. Non, je sais bien, mais justement, là, dans cette espèce de période là, de flottement entre le départ du joueur et si jamais, parce que bon, son numéro sera peut-être jamais retiré à Mogilny, mais tu sais, je verrais pas comme un gardien s'amener... Non, lui, son numéro a été retiré, mais j'allais dire porter le 33. Je suis pas à jour dans mes exemples, mais... c'est parce qu'il n'y aura peut-être plus de chandail retiré chez le Canadien. Là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un peu, il y a une période de flottement. Le joueur n'est plus là. Son chandail n'est pas retiré, mais comme une espèce de... On fait attention. On ne fait pas ça. Oui. Si un joueur demande le numéro, est-ce que tu es vraiment sûr? C'est ça. Pense-y à 2 fois. Sinon, on se ramasse dans une situation comme celle de Ryan O'Byrne quand il avait retiré le chandail de Butch Bouchard. On se souviendra qu'il portait le numéro 3. Et finalement, il avait participé à la cérémonie du retrait du chandail de Butch Bouchard. Il avait ôté son chandail numéro 3 et surprise, il y avait un autre chandail avec son nouveau numéro dessus. Oui. Dans un remake de Raymond Bourque à Boston. C'est même affaire. C'est ça. Même affaire. Même grandeur de défenseur, c'est pareil. C'était le 3, c'était mon numéro, ça. Aviez-vous un numéro, vous autres? C'était pas 6, important? Ouais. Le 6, le 16. Il y avait un 6. Quand je jouais, là. Oui, c'est de ça qu'on... Oui, c'est de ça. Je parle pas de la loto, là. OK, d'accord. Je parle juste qu'on soit certain. Quand vous jouiez. Moi, au hockey, pas vraiment, parce que dans les associations d'hockey mineur, souvent, d'une catégorie à l'autre, ils ne donnent pas les mêmes numéros aux équipes. Alors, si un joueur est rappelé ou doit aller remplacer dans une catégorie supérieure, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de... Moi, j'étais pas assez bon pour... Il n'y a pas de dédoublement de numéro. Alors, j'ai changé de numéro souvent. Tu choisissais pas? Oui. OK. Non, moi, c'était le 3 parce que c'était les plus gros chandails. Ouais. Le choix se faisait comme ça. OK, aujourd'hui, le Canadien a de la misère avec les deuxièmes. Pourquoi Colin White? Et quelle brigade? C'est tellement hockey, épisode 299. Alors, il y avait débat pendant le thème sur la pertinence de s'indigner que quelqu'un porte le 77 à Pittsburgh, qui appartenait à Coffey, mais qui n'a pas été là longtemps. Bon point, Marc-Antoine. Merci. Bon point. Puis Jeff Carter, c'est pas non plus... Bon, ce n'est plus un poulet du printemps, mais ça reste que c'est pas non plus un joueur, marginal. Moi, c'est mon héros, Jeff Carter. Ouais. Ben, c'est pas... Je te laisserai pas juste avec ça. D'accord. Mais tu sais, je me suis fait opérer à une épaule il y a quelques semaines, puis j'ai fait l'autre épaule il y a quelques années, puis c'est extrêmement difficile comme intervention. Puis il y a un ancien coéquipier de Jeff Carter qui m'a raconté que Carter, lui, pour pas perdre de temps dans sa carrière d'hockeyeur, s'est fait faire les 2 épaules en même temps. Et ça, écoute, j'ai énormément, parce que je me demande comment... On est dépendant juste quand il nous manque un bras. Là, tu veux t'habiller, tu veux te laver aussi ça. Quand tu peux pas te servir de tes 2 bras
pendant... Oui, je regarde la manière dont tu es attriqué présentement, puis je me dis, si tu avais les deux bras comme ça, là, dans le fond, à part tenir des cartes, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Alors, c'est pour ça que c'est mon héros, puis je me dis en même temps, c'est une vraie décision d'athlète professionnel. Là, tu te dis, je ne veux pas manquer 2 fois 5 mois, je ne veux pas avoir 2 convalescences de 5 mois, ça va me faire perdre du temps dans ma carrière. Alors, on y va pour la totale, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration, honnêtement, pour les joueurs de hockey, pour la résilience qu'ils ont, puis que ce sont des athlètes extrêmement durs à leur corps, extrêmement tolérants à la douleur. Insensé, moi. Alors, c'est ça. Je voulais juste dire ça. Écoute, je suis content. Ça amène une nouvelle lumière sur Jeff Carter. Puis moi aussi, je ne suis pas autant que toi à même de l'apprécier, mais quand même. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Je suis content de l'être et je suis content d'être avec vous. T'es bon là-dedans. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense qu'on mérite mieux que ça, bonheur dans le match. L'engagement des joueurs est là. On joue avec beaucoup de ballon, d'équilibre sur la glace. On est connecté. Des fois, c'est pas une ligue facile. La game est tough des fois, la ligue est tough, puis il n'y a personne qui se sent mal pour toi. C'est de continuer à la tâche de se développer notre jeune équipe, puis de continuer à essayer de prendre ces moments d'apprentissage, puis de bouger de l'avant. Voilà, c'est ça. C'est Martin Saint-Louis. Après un match du Canadien, lequel choisissez-le. C'est une réponse, c'est la réponse usuelle conventionnelle. Vous le savez pas, mais ça fait 6 mois qu'on vous repasse la même clip de Martin. Non, c'est pas vrai. C'était après la défaite contre les Pingouins. Hey, Marc-Antoine, on me dit que je t'ai pas présenté comme il faut. Marc-Antoine Godin est votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il est toujours l'homme le plus travaillant? Non, ça a duré. Non, de toute façon, il ne faut pas maintenir cette cadence-là. On l'aurait perdu. Il est revenu un homme normal, un homme qui travaille normalement. Donc, Martin Saint-Louis, après, c'est ça, la défaite du Canadien. Bon, là, il y a plusieurs affaires parce que ça se reproduit, ça va bien. Le match commence, ça va bien. Là, à un moment donné, ça ne va plus. Puis là, le Canadien essaie de revenir et n'y parvient pas. Puis ils sont nombreux à noter que c'est une équipe qui a... Et depuis le début de la saison, c'est jusqu'au début de la saison, ils revenaient de l'arrière, souvent, c'est arrivé souvent. Mais là, ils sont plus capables de faire ça. Mais c'est une équipe qui a tendance à s'écrouler en deuxième période. Ouais. Hasard? Hasard ou coïncidence? Bien, quand tu n'es pas une très bonne équipe et que tu es vulnérable à ce que l'autre équipe attaque beaucoup, il ne faut pas se le cacher que le Canadien, c'est pas, quand tu regardes les indicateurs de possession de rondelles, c'est généralement pas super favorable aux Canadiens. Bien, quand tu te retrouves en deuxième période et que tu as le fameux long changement, bien, si jamais l'équipe exerce de la pression contre toi, bien, ça va faire en sorte que ça va allonger les présences de plusieurs joueurs parce qu'ils sont plus loin de leur banc. C'est vrai pour les défenseurs. Et on a vu hier David Savard et Arbor Xhekaj qui ont plusieurs très longues présences sur la patinoire. Fait qu'à un moment donné, tu te fais jouer au corps. Ben, c'est la distance du banc, le problème. C'est un des problèmes. Qu'on le veuille ou non, normalement. Si le Canadien était une meilleure équipe, je suis pas mal convaincu que les très bonnes équipes, tu vas voir que c'est elles qui ont le dessus en deuxième période et que les équipes plus vulnérables, c'est un moment où elles plient les jambes. Ce ne serait pas seulement le Canadien, mais... Non. Je pense pas que ce soit un problème spécifique aux Canadiens. Non. Je trouve pas que ça apporte beaucoup de positifs dans la Ligue nationale que les deux bancs soient du même côté de la patinoire. C'est bon pour la télévision parce que ça permet de placer les caméras d'un seul côté de l'amphithéâtre puis de pouvoir avoir les joueurs, les entraîneurs des deux équipes là, captés par le même caméraman. Mais il me semble que à l'époque où tu avais un banc de chaque côté de la patinoire, je trouve que ça nuit en deuxième. C'est clairement un facteur. Le rythme n'est pas pareil. C'est plus compliqué pour les équipes. D'un point de vue sportif, je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Et en ce qui concerne le Canadien, moi, ça reste... on parle de reconstruction et tout ça. Ça fait un bout de temps que c'est commencé, là, mais fondamentalement, c'est dans l'ADN de cette équipe-là d'être une mauvaise équipe défensive. Puis je regardais hier, j'étais déprimé. Pas déprimé, mais... Non, c'est déprimant. J'ai fait un saut en regardant les statistiques des Pingouins, en les comparant avec celles du Canadien. T'sais, les Pingouins, ils s'en vont du mauvais côté. Là. Ils sont sur la pente descendante. C'est une des deux plus vieilles équipes de la Ligue nationale. Ils participeront
fort probablement pas aux séries cette année, puis ça s'en va pas du bon côté, mais ils ont quand même accordé 58 buts de moins que le Canadien cette saison. Là. C'est énorme, 58 buts d'écart entre deux équipes. Et je me dis, si cette équipe-là, comme des Pingouins, n'est pas capable de participer aux séries en ayant accordé autant de buts de moins, et que tu regardes jouer le Canadien... Pire différentiel de l'association Est, là. Exact. Et tu peux pas faire tourner ça. Tu peux pas te présenter au camp d'entraînement une année et dire, bon, ben là, les gars, cette année, on va bien jouer défensivement, on va faire des ajustements, puis on va retrancher. On est rendu là. On va retrancher 40 ou 50 buts accordés. C'est quelque chose qui se bâtit d'une année à l'autre, puis... honnêtement, l'aiguille n'a pas beaucoup bougé là, depuis que Martin est arrivé de ce côté-là. Puis, juste depuis un mois, là, ça va mal. Il y a beaucoup de défaites. Le Canadien est 30e dans la Ligue depuis le 18 janvier, mais il n'y a aucune équipe qui a accordé plus de buts par match en moyenne dans la Ligue depuis un mois. Et je comprends qu'il y a des blessures, je comprends que c'est une équipe jeune et tout ça, mais cette structure-là, elle devrait exister. Elle devrait avoir été implantée déjà. Et moi, ça me fait craindre que la reconstruction elle va peut-être se prolonger. Ça va être une... Les amateurs accordent beaucoup d'importance. Lane Hudson, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'on va avoir plus d'attaques? Mais tant que cette équipe-là ne jouera pas bien défensivement, elle ne gagnera jamais. Là. C'est arrivé avec Connor Bedard à Edmonton. Pas Connor Bedard, avec Connor McDavid à Edmonton, où il y a eu une période d'ajustement à faire, où on marquait des buts et tout ça. Mais le Canadien, dans un avenir... prévisible, n'aura jamais cette force de frappe-là offensivement. Il va falloir commencer à bien jouer défensivement à un moment donné. Ça risque d'être le... Ben c'est un enjeu et ça risque d'être l'enjeu là, des prochains mois, de la saison prochaine. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, tout le monde réclame un autre attaquant du top 6. Plus de buts. Plus d'attaques. Parallèlement à ça, puis il y en était question dans le reportage du match d'hier, mais c'est une constante depuis le début de la saison. Le groupe de défenseurs du Canadien fait partie de l'élite offensivement. Tu sais, je veux dire, on pointe, c'est ça, on pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'attaque, mais il y a ça, c'est certainement un élément positif là, d'un point de vue offensif. À mon sens, c'est pas un groupe élite offensivement, mais en pourcentage, ils ont beaucoup de points. Hein, en pourcentage, par rapport au nombre de buts marqués dans l'équipe, mais est-ce que c'est parce que l'équipe marque pas beaucoup de buts? Ben, les points sont là, mais tu regardes, si tu les isoles un par un, les défenseurs, est-ce que tu n'as pas de Quinn Hughes là-dedans? Tu as Matheson qui est un... Matheson, statistiquement, connaît une excellente saison offensive. C'est ça. Puis c'est un défenseur qui fait circuler la rondelle puis qui a des qualités athlétiques exceptionnelles. Moi, je trouve même que par rapport à ses qualités athlétiques, son niveau de jeu n'est pas au niveau de ses qualités athlétiques parce que c'est vraiment un athlète exceptionnel. Mais... à part Matheson, si on les prend un par un, les défenseurs, est-ce que tu as d'autres vrais défenseurs offensifs dans ce groupe-là? Tu as des gars qui sont capables de se joindre à l'attaque, de participer, tout ça, mais des purs puck-moving defensemen. Non. Mais reste que... c'est ça. Reste que c'est la brigade défensive qui a marqué le plus de buts, qui a le plus de points dans la Ligue nationale. Je pense que c'est plus un travail collégial là, qui repose sur une super vedette. Mais il y a là quelque chose, je sais pas, il y a comme une anomalie là-dedans, tu sais, puis c'est ça, c'est pendant qu'il marque des buts, ben je sais pas, c'est peut-être l'envers de la médaille qui soit... Est-ce que c'est ça, tu sais, parce que c'est quoi qu'est-ce qui explique ça, que cette équipe-là soit incapable de s'organiser défensivement? Ben, je pense qu'il y a... il y a beaucoup de... Je pense qu'au plan systématique, ce qui est enseigné, on dirait que ça prend beaucoup de temps à le digérer. Martin Saint-Louis mentionne beaucoup les mêmes problèmes, les mêmes erreurs. Encore hier, il y a eu sur le 3e but des Pingouins, celui qui a été marqué 21 secondes après le précédent. Une erreur il y a une montée des Pingouins, puis les Canadiens n'étaient pas... On aura beau dire que Cole Caulfield avait perdu sa lame de patin, honnêtement, c'est pas la perte de sa lame de patin qui a causé le but, c'est vraiment la façon dont les autres joueurs ont réagi sur la montée des Pingouins. La façon dont ils ont positionné ou l'espace qu'ils ont laissé aux Pingouins pour manœuvrer en entrée de zone. Il n'y avait pas de pression. Le dernier joueur qui est entré en zone, il n'y avait aucune pression sur ce gars-là. Là, il est arrivé ça. Là. Exact. Fait que, ils ont vraiment placé leur pion. Et puis, après ça a été... Après, ils ont tiré tout de suite. C'est la façon de réagir aux montées adverses, c'est un problème, c'est un clou. C'est un clou sur lequel
Martin Saint-Louis frappe depuis le début de la saison. Également aussi beaucoup de nonchalance, du manque de vivacité pour regarder autour du filet. Est-ce que j'ai un joueur, un adversaire dans mon angle mort qui est libre? Est-ce que je suis en bonne position pour soulever un bâton puis empêcher qu'il fasse dévier un tir, etc. La prise d'information dans l'espace autour du filet, de son propre filet, je trouve qu'il y a énormément de manquements. Puis le troisième élément de cette trifecta-là, on l'a vu sur le premier des Pingouins, ce sont les revirements. On parle de Mike Matheson. Matheson génère beaucoup d'attaques. Malheureusement, il y a des manquements en défense qui fait que, c'est ironique parce que hier, Christopher Le Temps a été coupable d'un revirement, Matheson en a profité. Le contraire. Tout de suite après Matheson comme un revirement, Le Temps en profite. Alors, c'est des modèles. Écoute, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce qui montre descend. Puis l'autre aspect aussi, ton désavantage numérique dans une saison de hockey, c'est fondamental aussi. La saison dernière, le Canadien a eu le pire unité de désavantage numérique de son histoire, ce qui n'est pas une courte histoire. Et là, c'est le deuxième pire cette année. Puis je faisais... l'avantage numérique des Pingouins cette année est famélique. Là. C'est 13,9 %. Ils sont dans le bas de la Ligue. Ils sont dans 29, 30, 31 à 13,9 %. Et cette saison contre le Canadien, 43 % de succès contre le Canadien, les Pingouins. Columbus, qui a aussi 13,9 % d'efficacité. Là, je parle des 3 des 4 pires avantages numériques de la Ligue. Columbus a eu 40 % contre le Canadien. Puis les Flyers, qui sont à 13,9 aussi, ont eu 50 % d'efficacité contre le Canadien. Fait que, ça fait mal. Tu donnes des buts match après match après match. Dans une ligue où il faut gagner 3-2 en général, là, j'ai la même réflexion là-dessus que sur ce dont je parlais tantôt. Ça se peut pas qu'après tout ce temps-là, on n'ait pas donné une structure, une façon de jouer qui fasse en sorte qu'on ne soit pas les cancres de la Ligue en désavantage numérique. Fait que ça fait mal aussi. Le Canadien est la pire équipe en désavantage numérique depuis l'arrivée en poste de Martin Saint-Louis. Fait que, à un moment donné, il a déjà été question de corriger le manque d'expérience du personnel d'entraîneur. Je sais que Stéphane Robida ne fait pas partie des adjoints dont le contrat est à renégocier à la fin de la saison. Mais tu te dis, my God, à un moment donné, ce serait bon qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui aide, qui soutienne Martin Saint-Louis dans l'établissement d'une structure de principes défensifs qui vont faire en sorte que les gens vont s'y retrouver un peu plus facilement parce que les gains sont très lents à venir. Je pense qu'ils ont réussi à finalement déchiffrer, décoder les problèmes en avantage numérique puis se sont trouvés des outils de solution. Mais on est loin du compte en infériorité numérique, puis ça fait très mal à l'équipe parce que la pénalité à Brendan Gallagher, qui en soi est probablement un tournant dans le match, là, parce que c'est une punition encore complètement inutile de Gallagher, mais tu donnes du momentum à l'équipe simplement au tout début de cet avantage numérique-là, puis tu n'es pas capable d'endiguer les chances que tu donnes à l'adversaire. Ça fait très mal aux Canadiens. Bon. Alors, moi, je vous propose qu'après les 3 gardiens, notre nouveau sujet récurrent, ça devrait être ça. Parce que je pense que c'est le vrai enjeu. C'est pour les mois à venir et les saisons à venir. Cette équipe-là ne gagnera jamais si elle ne joue pas mieux défensivement. Puis c'est vraiment inscrit profondément dans la personnalité de l'équipe maintenant. Il y a un gros... Je pense pas qu'ils vont réussir à corriger ça. La période des transactions s'en vient. L'équipe va encore s'affaiblir. Ça va être un feu roulant là, d'ici la fin, mais il va falloir s'ils veulent progresser, il va falloir qu'ils réfléchissent à ça sérieusement. Mais tu sais, quand on parle que le Canadien est une jeune équipe, il est d'abord et avant tout une jeune équipe en défense. T'sais, il y a Matheson, il y a Savard, mais sinon, il y a plusieurs jeunes défenseurs. Ouais. Je pense que ça... Mais moi, je suis pas convaincu que c'est un problème de personnel. Oui, ils sont jeunes, là, puis ils vont faire des erreurs et tout, mais... Je sais pas, je trouve pas... Non, mais c'est parce que c'est qu'on est là à dire, on n'observe pas de progression tangible. C'est long à opérer, puis c'est toujours plus long en défense aussi. Fait quand tu as des jeunes comme Harris, Struble, Goulet, Jacky, Kovacevic qui a une expérience limitée, mais bon, je pense qu'à un moment donné, ça aussi, ça se fait sentir. Puis il faut que autant la force du Canadien est appelée à devenir sa brigade défensive, surtout au plan de la relance de l'attaque, parce que Hudson et Mailloux sont pas exactement des Rod Langway, là. Mais
autant je pense qu'il y a un avenir qui est brillant à la ligne bleue, autant je pense qu'il faut se montrer patient pour que justement les enseignements puis les ajustements qu'on veut apporter au plan défensif puissent s'instaurer, mais c'est un groupe qui est encore très, très vert. Puis Matheson, même, comme je l'ai mentionné, même si c'est un vétéran, il va toujours être vulnérable à ce niveau-là. Il n'a jamais été de merveille défensive. Pour les plus jeunes, là, Rod Langway, c'était un bon défenseur défensif. Un des rares défenseurs défensifs de l'histoire de la Ligue qui a remporté le trophée Norris. Et plusieurs disent que ça prendrait un trophée pour le vrai défenseur défensif de l'année, puis il devrait s'appeler le trophée Rod Langway. Exact. Y aura-t-il un jour un trophée Colin White? Oh non, j'en doute fort. Mais qui récompense qui exactement? S'il y en a un jour, on ne sait pas encore pourquoi. C'est ça. Qu'est-ce qui récompense? Qui récompense peut-être le gars qui a acheté un chalet autour du lac où tout le monde a un chalet. Le lac et les chalets étant notre métaphore pour faire allusion au népotisme qui parfois se transpire, disons. Pas se transpire, mais transpire de comment ça se passe chez le Canadien. Parce que je disais pourquoi Colin White, puis je pense que tout est là. Pourquoi? Hein? Quand j'ai vu ça hier, va falloir qu'on me... Je comprends rien. Rien. Ben, je pense qu'il y a trois personnes dans cette équation-là. Puis à l'heure où le balado va être diffusé, on va avoir une partie de la réponse par rapport à Brandon Gignac et est-ce qu'il va être réclamé au balotage. Il y a trois personnes dans cette cette structure-là. Il y a... Est-ce qu'on a un tableau? Est-ce qu'on peut sortir le tableau? Il y a Colin White, il y a Brandon Gignac, puis il y a Alex Barré-Boulet. Vous allez voir pourquoi. Tu me regardes, tu vois si tu t'en vas avec ça. C'est bon, c'est ça. Fait que le Canadien a, je pense, comme priorité à l'heure actuelle de s'assurer que le Rocket de Laval participe aux séries éliminatoires. Puis ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir solidifier cette équipe-là puis l'aider à participer aux séries. Parce qu'il y a plusieurs jeunes joueurs au sein de cette équipe-là qui ont avantage à jouer des matchs compétitifs, à participer aux séries puis à faire en sorte que s'il y en a 4 ou 5 qui, à un moment donné, sont appelés à graduer avec le Canadien, s'ils ont réussi à connaître du succès ensemble, ça va être porteur puis ça va être un élément important de la constitution du Canadien pour le futur. Donc, quand on parle de jouer des matchs significatifs, on est arrivé au bout de la ligne à Montréal, mais à Laval, ça va continuer jusqu'à la fin. Et là, l'idée de pouvoir renvoyer Brandon Gignac à Laval, c'est dans ce dessin-là. Cela étant dit, le Canadien roule les dés parce qu'il y a une chance que Brandon Gignac soit récupéré par une autre formation. Parce qu'il a dû être cédé au balotage, évidemment, pour être cédé à Laval. Si jamais il est réclamé, puis le Canadien, finalement, est allé chercher Colin White et a perdu Gignac, il perd au change. À mon sens, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sauf que Colin White est un gars qui vient remplir un chandail d'une certaine manière. Ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Non, excuse-moi, continue. Ben, c'est parce qu'il vient... Écoute, il va jouer dans la Ligue nationale, centre de 4e trio pendant 25 rencontres. Là. Et donc, le plan, s'il fonctionne, c'est d'avoir Gignac à Laval, puis un 4e centre qui va être là de passage. C'est correct. Jusque-là, tout n'est pas plus mal. Si Gignac est réclamé, là, c'est problématique. La troisième personne là-dedans, c'est Alex Barré-Boulet parce que le Lightning de Tampa Bay l'a soumis au balotage. Je pense que si le Lightning l'avait soumis au balotage la même journée que Colin White, c'est probablement lui que le Canadien serait allé chercher et non pas White. Mais là, le fait qu'il soit mis au balotage en même temps que Gignac, il y a probablement une équipe qui va se tourner vers Barré-Boulet avant Gignac, puis ça améliore les chances que le Canadien reste dans l'organisation. Fait que honnêtement, c'est toute une décision qui paraît effectivement pleine de népotisme parce que Colin White est un ancien client de Kent Hughes. En fait, il est un client de l'ancienne boîte de Kent. Il est toujours client de il est toujours Quartex. C'est ça. Oui, toujours là. Il est toujours représenté par Philippe Lecavalier. Mais je pense que la priorité dans tout ça, c'est davantage le Rocket qui va jouer sur le 4e trio du Canadien parce que c'est un peu un on s'en fout. C'est un canard boiteux là, au moment où on a. Cela dit, c'est ça. Je suis déçu pour Gignac. Je trouve qu'il a montré des belles choses. Il apportait beaucoup avec sa vitesse. C'est un joueur qui, même, on s'entend, les compagnons de trio qu'il y avait, là, ils n'étaient pas équipés. Ils n'étaient pas dans le trèfle jusqu'au genou là, au sein du 4e trio.
Et c'est un gars qui était capable de faire des entrées de zone en possession de la rondelle, d'amener la rondelle au filet avec sa vitesse. Je le trouvais très alerte en zone défensive. Lui, le système qui semble difficile à comprendre pour d'autres, là, il était très actif autour du filet pour aider les défenseurs. Quand il y a un ailier qui était en couverture sur un autre joueur, qu'il fallait qu'il surveille un joueur de pointe, il était là. J'aimais beaucoup ses lectures de jeu. C'est un gars qui est intelligent. Et il y a certaines habiletés offensives aussi, quand même, flanquées de meilleurs joueurs. Même à un moment donné, je commençais à le regarder et à me dire écoute, entre lui et Jake Evans, j'aime beaucoup Jake Evans. C'est un gars qui se présente à tous les matchs. Puis depuis qu'il était avec le Canadien, j'ai toujours apprécié, mais il y a quand même, offensivement, il n'a pas montré énormément depuis qu'il est là. Mais j'étais content de l'expérience que Gignac vivait. Puis je trouve ça triste pour lui parce qu'il a attendu longtemps pour avoir son occasion. Et je ne pense pas que White va être supérieur, à part le fait que le Canadien se grossit au centre aussi. White est plus costaud. Est plus costaud, là, mais pour le reste... voilà. Cela dit, si l'optique, c'est effectivement d'aller renflouer le Rocket, j'imagine qu'on lui a expliqué à Gignac, mais enfin, ce serait la bonne façon de faire. Et j'imagine, c'est une question en deux temps, que le même sort attend Joshua Roy, qui connaît une super bonne semaine. C'est possible. Il joue très bien, Roy. Oui, c'est certainement pas parce qu'il mériterait de retourner à Laval. Non, c'est ça. Non. Mais il ne faudrait pas surprendre que ça arrive, puis ce ne sera pas un message sur la qualité de son jeu. Mais si ça arrive, ça va être strictement dans le dessein d'améliorer, de booster un club, de loader. Le boost. Oui, parce que puis à ce moment-là, ils trouveront quelqu'un d'autre pour le remplacer quand ça ne voudra plus rien dire. Mais tu regardes, encore contre les Pingouins, Joshua Roy est vraiment un des attaquants qui a le plus ressorti chez le Canadien. C'est le fun. Oui. Il joue bien, puis à un moment donné, il va y avoir trop de joueurs de talent dans cette équipe-là. On ne saura pas où les mettre. Ça va surveiller ça. Oui. Surveiller ça. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question du 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 réseau. De loin, la meilleure affaire qu'il y a dans ce balado. De loin. Et depuis le début, on taquine le 300. Hein? C'est pas rien, pareil. C'est quand même... Et je te dis. Je me rappelle à quel point on était euphorique. Au centième? Au centième épisode. On était là, c'est aujourd'hui. juste... Je regarde ça, on était serré. 300. C'est juste un chiffre. C'est juste un chiffre. on fêtera à 1000. Ben 500. Moi, j'aime ça les parties. OK. Puis 1000, tu sais, on sait pas. On sait pas si. On demandait, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, à son apogée, parce que Juraj Slafkovský est aussi... Bon, quoique là, cette semaine, un peu moins, mais enfin... Et sur une grosse séquence depuis un bon mois maintenant. À son apogée, Juraj Slafkovský sera. C'est une question du type compléter la phrase. On aime beaucoup ça. Alors, sur le Facebook, on a deux pôles. Là. Je vais faire un résumé avant, mais il y a des gens qui capotent, puis il y a d'autres gens qui disent « Ah, il va être ailleurs. Il va aller jouer. » Il y a des gens qui sont trop optimistes, puis des gens qui sont trop négatifs. Bon. Alors, on commence avec Jean-Simon, qui répond pas vraiment à un de ces deux critères-là, qui dit « Chris Kreider ». C'est peut-être une comparaison intéressante. Non, mais en termes d'impact au sein de l'équipe. Peut-être pas de ses qualités de joueur. Alexis a dit au match des étoiles de 2029. Ah, peut-être avant ça. Manon Slafkovský sera un des meilleurs ailiers de sa sélection. Un joueur complet et la possibilité de faire beaucoup de points. Vous pouvez ajouter un commentaire si vous en dites. Je te laisse défiler. Moi, mon commentaire est plus général. J'ai lu ce que les gens avaient écrit, puis... J'ai eu une réflexion là-dessus, mais je te laisse. OK, parfait. Restez là. La réflexion de Martin, dans quelques instants. Restez là. Jacques, potentiel de points entre 70 et 80 par saison. Marcel, une machine à marquer des points. David, beau, grand et fort. Ça, c'est déjà le cas, je pense. Ouais. Toujours sur le book, Pedro, le capitaine du Canadien de Montréal. Et là, ça commence. Frédéric, échangé.
Arnaud, assis dans toute une chaise en amenant sa game dans la game. Ouais, ça, c'est du pur. Comment tous les thèmes de Saint-Louis sont là. Luc, sur Twitter, un des 5 meilleurs joueurs de la LNH. Un des 5 meilleurs joueurs du Canadien? Ah oui. Oui, la LNH, De l'Est du Canada? Ouais, peut-être, mais de la LNH, moi, je sais pas. Quoi d'autre? Jamie Benn, Oli. C'est ça. C'est le genre de vedette de même, peut-être. Ouais. Comme pas le top du top, mais ouais. juste en... Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça, d'ailleurs. Benjo sur Twitter, meilleur que nos 3 gardiens. Oui. Sera Léon Draisaitl. Ça, c'est Steve. C'est ça. Ça, c'est peut-être un peu trop. Là. Okay. Un bon joueur de premier trio sans être une superstar. Ça, c'est Le Chartier sur Alex. C'est écrit trop petit. Ma vision... c'est ça, on est rendu à 300 épisodes, hein? Ma vision baisse. Ma vision était meilleure au 100e. Alex Chartier sur YouTube. Et un petit dernier sur Instagram. Éric dit sera riche. On imagine. On imagine... Plutôt que tard. On imagine qu'il n'y aura pas de contrat pont dans son cas. Enfin, si on se fie à comment ça s'est passé avec Cole et Nick. Hein, Nick aussi n'a pas eu de contrat pont. Non, c'est ça. Ça a été... Alors, et maintenant, c'est le moment du commentaire de Martin. Mais écoute, de façon générale, c'est ça, je voyais, et j'ai vu Marc-Antoine sursauter comme moi. Il y avait des commentaires où il y a une frange d'amateurs qui semble vraiment emballée par Slafkovský, qu'il voit très, très haut dans la hiérarchie de la Ligue nationale. Cela dit, il montre des choses... On est tous un peu époustouflés par son progrès depuis le mois de novembre, depuis le moment où il a été promu sur le trio de Nick Suzuki. Là, ça monte en flèche et il prend en confiance et il nous impressionne tous. Et je pense qu'on peut tous dire raisonnablement que le plafond est encore plus élevé, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a des gens qui sont très, très optimistes quant à la hauteur du plafond. Cela dit, je pense qu'il va devenir un très, très bon joueur de la Ligue nationale. Et c'est remarquable parce que c'est facile quand ça a parti difficilement pour lui la saison dernière, puis il a été blessé. Puis même cette saison, ça a commencé lentement. Mm-hmm. Et dans un marché comme Montréal, ça peut être facile pour un jeune joueur de s'écraser très rapidement et de ne pas être capable de reprendre le dessus. Et lui, il a toujours gardé cette espèce de fraîcheur-là. Il avait dit au tournoi de golf qu'il avait perdu confiance la saison dernière, puis qu'il était conscient de ça, mais il a réussi à surmonter cet obstacle-là, puis là, il s'en vient, tu vois qu'il réfléchit et qu'il pense comme un dominant, là, comme un joueur dominant. Alors, j'ai très hâte de voir jusqu'où il va se rendre, mais le comparer à Draisaitl, c'est Top, c'est les 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Enfin. Ouais. Mais juste avant, Marc-Antoine, juste avant, parce que Martin, tu as déjà dit, tu trouvais qu'il manquait un peu de méchant. Trouves-tu que ça change, ça? Ou, l'aspect physique du jeu, il y a beaucoup, il y a beaucoup amélioré ça. Oui, je pense qu'il est plus combatif. Il perdait des bagarres systématiquement. Je trouvais dans les bagarres un contre un pour la possession de la rondelle, il y avait un très fort pourcentage où c'était le joueur adverse qui sortait gagnant de ces bagarres-là. Il a beaucoup amélioré cet aspect-là du jeu. Moi, je te dis, il est devenu un des meilleurs du Canadien à ce niveau-là. Ouais. Pratiquement du jour au lendemain. Ouais. C'est comme si à un moment donné, Yoel Armia lui a fait une transfusion sanguine de capacité à gagner des batailles à 1 contre 1 grâce à ton lourd physique. Puis pouf! En l'espace de 3 semaines. Ça se peut. Ça se peut. Ça s'est déjà vu. Écoute. Ah oui? Non. C'est intéressant. Oui, mais j'aborde dans le même sens que Martin. Quand on regarde... Quand on essaie de faire des comparatifs, des comparaisons avec d'autres joueurs, c'est là qu'on réalise qu'il a un portrait, un profil de joueur qui est très, très particulier parce que c'est difficile de trouver un autre gars dont les caractéristiques correspondent vraiment à qui il est. Moi, j'ai des recruteurs qui m'avaient dit avant son repêchage, à son mieux, là, il pourrait devenir Rick Nash. Mais il n'a pas tout à fait l'explosion de Rick Nash. Puis c'est plus un fabricant de jeu qu'un marqueur. Tandis que Rick Nash, on regarde ses statistiques, c'est purement un marqueur. Tu peux regarder du côté de Blake Wheeler, qui a une très, très belle carrière, mais il a plus d'explosivité que Blake Wheeler. Il est plus gros que Philippe Forsberg. Mais, alors tu regardes des joueurs... Pour moi, c'est dans le type d'impact qu'il peut avoir,
c'est dans cette frange-là. Mais il n'y a personne dans la Ligue nationale, parmi les joueurs d'impact, qui ont... tu sais, tu dis, ces gars-là peuvent aller chercher 70 à 80 points par année, ou qui l'ont fait auparavant, si on regarde des exemples passés, dont vraiment les attributs correspondent en tout point avec ceux de Slafkovsky. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice qui est intéressant à faire. Puis il va devenir qui il est, puis il va peut-être être un exemple pour d'autres gros joueurs plus tard. Ouais. Mais... tu sais, un de nos auditeurs parlait de Chris Kreider. Chris Kreider, il est défini par sa vitesse et par son lancer. Et c'est un gars qui est extrêmement vigoureux, mais c'est quand même un joueur assez linéaire. Puis je pense que Slafkovsky va travailler davantage en lourdeur puis aussi en jeu Est-Ouest. Tu as raison de dire qu'il a un profil... C'est très difficile de trouver un profil semblable. Puis enfin, moi, je pense que je suis dans la catégorie des enthousiastes, cela dit. C'est un des 6 ou 7 plus gros joueurs de la Ligue nationale. Il patine bien. Il a une bonne vision du jeu. Il distribue la rondelle. Son tir, on n'a pas encore... Il a un bon tir. Là. Il est capable de marquer des buts, mais il commence à exploiter cette facette-là de son jeu. Fait que c'est une expérience très intéressante, honnêtement. On sait que le plafond est élevé, mais... C'est difficile de fixer là. Moi, je vais le répéter là, pour pas que ça tombe dans l'oubli, mais en début de saison, moi, ce qu'on voit là, j'y ai toujours cru, puis je l'ai dit en début de saison. Puis, moi, je suis dans les optimistes. 5 meilleurs joueurs de la Ligue, c'est comment dire, c'est très, très... C'est très enthousiaste. Une fois que tu as fait Connor McDavid, Draisaitl, McKinnon, Matthews, puis Connor Bedard... Ils seront plus là. Quand ils seront plus là. T'as Kucherov là-dedans, puis t'as Kyle McCarr. Non, c'est ça. C'est effectivement, c'est un club très, très sélect, mais je pense que ça peut devenir un joueur très spécial. Plus spécial. Je pense que c'est ça que j'avais dit en début de saison. Je pense que Slafkovsky va être un joueur plus spécial que ce qu'on attendait de lui il y a 1 an et demi. On se dit, ça va être un bon joueur. Puis, on disait, c'est pas une grosse cuvée. Malheureusement, le Canadien a le premier choix dans une année où est-ce qu'il n'y a pas tant. C'est pas Connor Bedard. Non, c'est pas Connor Bedard. Ce sera pas Connor Bedard, mais ça va peut-être être un joueur très, très spécial. Je pense que je pensais que ça se pouvait. Puis là, ça m'encourage. Je me dis que des fois, je suis capable d'avoir une idée qui a de l'allure. Surtout que, tu as écrit là-dessus, Marc-Antoine, puis je veux qu'on va clore l'épisode avec ça. C'est super intéressant, ton texte sur le profil nécessaire, ou enfin, y a-t-il un profil, existe-t-il un profil nécessaire pour connaître du succès à Montréal? Et Slafkovsky est cité, et tu lui en as parlé même pour les besoins de ce texte. C'est un gars qui, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est ça, a plusieurs éléments du profil que tu as, j'allais dire, dont tu as accouché. Parce que c'est un peu, t'as comme une formule, tu as développé une formule. Ah bon? Il y a comme 5 qualités ou 5... OK, d'accord, dans ce sens-là. Alors, on va retourner au tableau, tout le monde. C'est qu'il y a plusieurs... en fait, j'ai sondé plusieurs joueurs actuels et anciens et du Canadien qui, à travers l'expérience qu'ils ont vécue à Montréal, qui ont essayé... Qui ont mis un petit peu de l'eau au moulin pour dire, essayer de trouver une définition de ce qu'est un joueur qui peut réussir à Montréal. Parce qu'on parle tellement du fait que l'environnement de Montréal est difficile, puis qu'il y a beaucoup de pression, etc. À cause de nous autres. Entre autres. Nous autres, surtout nous autres. Surtout lui. Toi, là. Martin comme... non, parce que tu es un contre-exemple. C'est pour ça que je peux le faire. Okay. Mais, donc, dans un contexte comme celui-là, vu que c'est pas facile de jouer à Montréal, c'est bien beau de dire, tel joueur, il a des belles habiletés, puis spectaculaire, etc., ou tel autre, il travaille très, très fort. Est-ce que tous ces outils-là sont nécessairement transposables à Montréal, où il y en a d'autres? Il y a certaines personnalités qui vont peut-être fonctionner plus que d'autres. Parce que tu as des joueurs, souvenons-nous de Mark Recchi, par exemple. Mark Recchi, que le Canadien avait acquis à vil prix, on s'en rappelle, qui a été une vedette partout où il est passé dans la Ligue nationale. Le seul endroit où il y a eu une petite baisse, c'est à Montréal. Parce qu'il n'était pas... On l'avait présenté. Lui est arrivé en disant « Je ne suis pas un sauveur. » Eh bien non, il en était pas. Il avait raison. Il avait raison, mais sauf qu'on regarde ailleurs et on dit comment ça se fait qu'il a été si bon ailleurs puis qu'à Montréal, ça n'a pas tout à fait été ça. Puis ça a été vrai pour beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a quelques contre-exemples. Là. Vincent D'Anfos en est un. Mais je trouve que ça prend des aptitudes particulières. Puis à ce niveau-là, l'élément qui est revenu le plus, c'est la capacité... C'est vraiment au plan mental, c'est la capacité des joueurs à pouvoir bloquer le bruit ambiant. Puis de rester
concentrer sur leur travail et à arroser leur petit jardin d'une certaine manière, arroser leur confiance en eux-mêmes pour pouvoir continuer de croire en ce qu'ils font sans s'attarder à ce qui se passe autour. Mais ça, c'est difficile à identifier, surtout quand on parle de recrutement amateur. Chez des jeunes, c'est difficile d'identifier cette capacité-là, tu sais, chez un jeune qui est encore en développement. Mais quand tu arrives au niveau du recrutement professionnel, tu te dis, OK, quel joueur dans une autre équipe on pourrait aller chercher? Peut-être que ça, c'est une facette qui vaut la peine d'être explorée. Mais j'ai trouvé ça intéressant de me pencher sur ce dossier-là parce que les réponses des joueurs allaient dans tous les sens. Tu sais. Et on a traité de la difficulté des joueurs québécois aussi, tu sais, qui justement entendent parler du bruit ambiant à cause de leurs proches sans arrêt, de la pression. T'sais, on valorise les joueurs qui sont travaillants, mais les attentes envers les joueurs de talent deviennent tellement disproportionnées que ça étouffe le talent. Alors, on valorise le travail, mais les habiletés naturelles font rêver les gens à un point où les attentes deviennent démesurées. Alors, c'est toujours ajuster les attentes. Et c'est un... En tout cas, je tout le monde à qui tu as parlé était d'accord pour dire que oui, c'est un environnement particulier. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors, tu sais, Josh Georges dit, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré jouer à Montréal, mais les gens ont vite compris en me regardant jouer que j'allais pas mettre beaucoup de points au tableau, puis que j'allais me sacrifier pour la cause de l'équipe. Puis les gens connaissent assez le hockey, ils allaient reconnaître ma contribution. Mais quand je regarde le traitement qui était réservé aux marqueurs, ouf, eux autres, ils passaient dans le tordeur. Puis il dit, je les plains, puis après ça, je les comprenais, ceux qui se disaient, ben pourquoi je re-signerais ici? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce que Marc-Antoine a dit, mais pour ce qui est des joueurs québécois, je pense qu'on a eu au cours des dernières années, je pense que c'est un mythe qui a été un peu défait, là, que c'est plus dur ou que c'est nettement plus difficile pour les Québécois. Philippe Danault a rayonné chez le Canadien. Il arrivait d'une autre organisation. Regardez ce qui est en train d'arriver avec Samuel Montembeault, une éclosion. Joshua Roy n'a pas l'air d'un chevreuil sur l'autoroute quand il joue. Là. Il joue très bien. C'est un jeune joueur dans le marché montréalais. David Savard est arrivé d'ailleurs aussi. Il a pris sa place. Matheson. Et Matheson, joue peut-être le meilleur hockey de sa carrière aussi. Ouais. Donc, c'est pas du tout négatif. Alors que quand, au Combine de la Ligue nationale, les espoirs québécois s'en font parler de ça beaucoup par les gens du Canadien lorsqu'ils se font rencontrer par les recruteurs du Canadien. Ouais, mais t'es Québécois à Montréal, est-ce que ça va être plus difficile? Est-ce que tu vas être capable de résister à ça? Alors, c'est peut-être un obstacle qu'on a réussi à surmonter ou je pense pas que le public soit moins exigeant qu'auparavant, mais à date, je trouve que les Québécois rayonnent dans cet environnement-là. Puis les jeunes Américains qui débarquent ici, ils ont l'air à aimer ça, de se retrouver dans un milieu où le hockey est vraiment à l'avant-plan. Là. Mais cela dit, c'est vrai. Et les Yankees de New York ont un peu la même devise. La question, c'est pas est-ce que tu peux jouer dans les majeurs, c'est est-ce que tu peux jouer à New York, est-ce que tu peux porter les pinstripes. C'est positif. Il y a vraiment, si tu es capable de faire ça, if you can make it there, you can make it anywhere. Mais c'est pas vu comme un obstacle, c'est vu comme une quête d'excellence. Non? Enfin, quand je dis c'est positif, c'est dans ce sens-là. Mais moi, je trouve que dans un contexte où le Canadien est en reconstruction puis est dans une démarche pour pouvoir bâtir une bonne équipe, c'est important qu'ils se posent ce genre de questions-là puis qu'ils se disent, OK, c'est qui exactement, là? Qui fonctionnerait dans ce qu'on essaye de bâtir? Parce que c'est une chose de dire qui fonctionnerait dans notre style de jeu. C'est déjà une composante que toutes les équipes se posent. Mais des fois, tu sais, parachuter un joueur en disant « Ah non, ça va bien marcher », puis finalement, tu dis si on avait plus fait nos devoirs, si on avait analysé quel genre de bonhomme c'est, on aurait dû voir les signes avant-coureurs qu'avec lui, ça ne marcherait pas à Montréal. Peut-être que Jonathan Drouin, il pourrait éclore ailleurs, où il aurait pu éclore ailleurs, mais les attentes à son endroit étaient tellement fortes que tu dis... Il s'est placé en position... il n'a pas été placé en position de succès. Non, c'est ça. Mais il y a eu des périodes de succès. Parce que Drouin pourrait être un contre-exemple. Tu nommais tous les joueurs québécois que ça va bien. Drouin pourrait être un contre-exemple, mais
Mais en même temps, il a pas eu pas de succès. Tu sais, je veux dire, il y a eu des périodes où est-ce que ça allait très bien, mais il y a plein d'autres affaires qui sont arrivées. Tu sais, il y a eu la fameuse blessure après le contact avec Ovechkin. Il y a tu sais, je veux dire, il est arrivé. Problème de santé. Problème de éventuellement, santé. mais je veux dire, quand il est arrivé, c'était un ailier, on l'a fait jouer au centre. Tu sais, c'était pas. Tu sais, je veux dire, si, mettons, Drouin arrivait là, puis qu'on le faisait jouer avec Kirby Dack, mettons. Mais il est arrivé, Drouin, en disant au premier jour, moi, je veux devenir un des bons joueurs de l'histoire de cette organisation-là, là, si ma mémoire est bonne. Et tout de suite, le gros don à l'hôpital pour enfants, tout ça, il s'est. Il est allé fort. Oui, c'est ça. Ouais. Il s'est placé en position, difficile en partant. Ouais. Est-ce que ça, ils t'ont fait de la peine? Parce que les joueurs disaient c'est de la faute des journalistes. C'est la faute des journalistes. Non, mais écoute, ils t'ont dit ça dans ta face. Oh oui, il y en a qui me l'ont dit dans ma face. C'était frontal. Oh oui. Ben écoute, à un moment donné, c'est correct. Il faut être capable d'en prendre. Puis je sais que même je peux pas. Moi, j'ai pas de misère à dormir le soir parce que je me dis quand les joueurs disent vous les journalistes, il y en a qui font pas tellement la différence entre celui qui est dans le vestiaire à tous les jours, celui qui anime une émission de ligne ouverte. Oui, on sait c'est qui. Ou de un autre, là. En tout cas, ou lui. Qui n'est pas capable d'attacher ses patins, mais qui explique comment bloquer une rondelle. La TV, je l'ai vu. C'est ça, ils font pas de différence, effectivement. Mais ça, on en a déjà parlé. Ici. Alors, dans le fond, c'est juste de dire, si moi, je fais un travail de manière intègre avec laquelle je suis à l'aise, je peux pas répondre au nom de ce que les autres font. Fait que, non, mais je dis ça parce que, mis à part, c'est ça, quelques fantaisistes là, qui écrivent pas et qui sont pas dans le vestiaire du Canadien, ça, Martin, on en a déjà parlé. C'est pas... à part en hausse, en baisse, là, dans la presse, il n'y a pas... La presse n'est pas méchante avec les joueurs. Non, mais c'est ça, mais je dis, il y a toujours les journalistes qui couvrent l'équipe. Ben, voyons donc. C'est pas de la confrontation. Je me rappelle de Michel Blanchard dans la presse. Là. Ça, c'était méchant, ça. Ouais. Je veux dire, il n'y avait plus de ça du tout. Là, non, effectivement. Mais en même temps, il y a... C'est juste je pense que tout le monde fait un peu son éducation. Les médias qui couvrent le Canadien voient les choses autrement. Les fans voient les choses autrement. Mais dans un contexte où une équipe reconstruite, tu peux pas non plus avoir une exigence de « Ouais, mais là, ils ont perdu. » Fait que tu tapes sur le même clou soir après soir. Regardons avec un pas de recul là, qu'est-ce qu'on essaie de faire. T'sais? Puis jugeons les choses à partir de la démarche, puis de la progression de la démarche, mais pas à chaque jour de dire mais là, on est rendu où, puis réclamer des résultats aujourd'hui sur quelque chose qui est impossible à atteindre. Qui est impossible, ben oui. On le sait, là, qu'ils sont pas bons en ce moment. Ça sert à rien de s'énerver. Ah, c'est épouvantable, ils sont pas bons. On le sait. Mais c'est pas ça qu'on attend non plus, là. C'est comme l'entraîneur d'une équipe perdante qui entrerait dans le vestiaire à tous les jours en donnant des coups de pied dans les poubelles puis en brisant des bâtons. C'est comme... Mais non, mais ça n'a aucune... Les gens qui couvriraient l'équipe comme ça n'auraient aucune crédibilité. Là, tu peux pas... Ça ne durerait pas longtemps. Voilà. Non. Disons ça comme ça. Bon, les trois gardiens? Non. C'est une blague. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. J'en suis ravi. Puis je peux dire, quand je veux faire, une caricature d'un journaliste qui est vitriolique gratuitement avec le Canadien, je t'ai. Parce que, évidemment, il n'y a pas de... Marc-Antoine, c'est moins clair. Non. Il n'y a personne qui est méchant avec le... Vraiment. Non, mais quand ils sont pas bons ou s'il y a des aspects qui sont vraiment mauvais, on le dit, on en a parlé tantôt. Mais il y a une façon de dire les choses. Oui. Puis, on le fait pas. Il y a un dicton qui dit tout ce qui est exagéré est insignifiant. Alors, si tu n'es pas capable de tempérer des analyses en faisant pas. Voilà. Ça pourrait d'ailleurs être le lettre d'or sur la cheminée de ma salle, dirait Molière. Ce sont de très bons mots. Jack, tu feras le titre de l'épisode avec ça. Si ça rentre là, dans les caractères qui te sont alloués, c'est des enjeux comme ça avec lesquels Jack... Il va écrire en Verdana 6 là, si tu veux que ça rentre. Alors, Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, mon cher. Ouais. Merci, Martin. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Je t'ai déprésenté. Est-ce que je te l'ai dit? Merci. Bienvenue encore.
Merci, Jacques-Alexis Bernardin. C'est toi qui remplis toutes les cases, puis les caractères, puis tout ça. Tu coltines, là, toutes ces... Merci, mon vieux. C'est du fond du cœur. Ben, tu le réécouteras. Il faudra qu'il répète sa phrase. Bon sang, tu rewinderas. C'était quoi déjà, Martin? Tout ce qui est exagéré est insignifiant. Qui citait Molière. Il veut que tu recites Molière. Ah, OK, d'accord. Je le placerai en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. De ma salle, comme ma salle de sport? De mon salon, dans le fond. Là. Je suis content qu'on ait précisé tout ça. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.